Bonjour à tous et bienvenue sur Théorique. Ici on parle sport, santé et performance. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier. On va vous présenter le City Tuchan Tournoi, un événement sportif créé par mon acolyte ici même, Emric Alibert. Salut Emric, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, merci. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la genèse du projet et d'où te vient l'idée de monter ce projet? Ok. Alors en 2018, je fête mes 18 ans et je me rends comme tous les week-ends au City Stade de Tuchan. Et c'est vrai que chaque été, on se retrouve à plusieurs au City Stade, on se retrouve à 3, 4 équipes. Et chaque fois, il va y avoir une nouvelle équipe différente qui vient s'intégrer au groupe. Il y a 2-3 équipes qui sont fixes. Et ça tourne et je me dis que ça peut être intéressant d'organiser quelque chose. Donc j'en parle un peu aux gars qui sont présents au stade à ce moment-là. Ils me prennent pas trop au sérieux. Et je leur dis, si les gars, je vais faire quelque chose. Le jour de la fête du vin, puisque nous on aime le foot et la fête. Alors ce que je fais, c'est que je profite de l'argent de mon anniversaire. Je vais acheter des coupes, des médailles, 3 ballons. Et je dis à tout le monde, voilà, j'organise ce tournoi le 15 juillet. S'il y a des personnes qui sont intéressées, je vous donne mon numéro de téléphone. Et c'est comme ça que vont se passer les premières inscriptions. Et totalement à l'aveugle, puisqu'en fait, je sais à peu près qu'il y a 5 équipes qui vont s'inscrire. Mais je me dis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir le jour J. Et au final, combien d'équipes s'inscrivent? Au final, sur la première année, on est à 8 équipes. Donc ce qui est pas mal du tout. Moi, je m'attendais à voir 5, 6 équipes. Et ça vient de Duyac, ça vient de Paderne, ça vient de Tuchan, d'Urban, en fait les villages qui sont vraiment aux alentours de notre City Stade à Tuchan. Ok, donc ça se lance avec que des équipes locales. Et combien de joueurs à chaque fois? Alors sur la première édition, je pense qu'on doit être aux alentours de la cinquantaine de joueurs, quelque chose comme ça. Okay. Donc c'est quand même pas mal pour une première édition où il n'y a pas du tout de communication. Donc un peu plus de 5 joueurs par équipe. Ouais, voilà, c'est ça, globalement. Okay. Et justement, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les règles qui sont utilisées pendant le tournoi, combien de joueurs, quel format fait le terrain? Alors c'est vrai que c'est un peu spécial. Nous on est sur un tournoi de foot à 5, okay. Donc un gardien, 4 sur le terrain. Et on peut aller jusqu'à 5 remplaçants si on veut. Ensuite, des règles, elles sont assez spécifiques. Ce qu'il y a, c'est qu'au City Stade de Tuchan, on a des cages et autour, on a un cadre en bois. Et il y a tout le temps des polémiques sur ça tape le bois, ça tape le poteau. Donc si ça tape le bois, normalement, c'est sorti. Et si ça tape le poteau, dans la logique, ce serait pas sorti, ce serait un poteau. Mais ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a créé une règle spécifique. Dès que ça tape le cadre, peu importe, poteau ou bois, c'est sorti. Et ça, c'est la seule règle spécifique. Le reste, c'est des règles de futsal. Okay. Donc les touches, les corners et tout ce qui va avec. Ok. Et cette première édition, comment elle se passe? Est-ce que c'est aussi bien que ce que tu pensais ou est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'améliorer dès la première année? Ouais, tu fais bien de me poser la question. Dès la première édition, on a vraiment connu une convivialité entre les participants. Okay. C'est vrai que tout le monde s'est bien entendu de suite. On a juste eu le seul incident qu'on a eu depuis toutes ces années. Pendant un match, en fait, il y a une équipe qui a mis 2 petits de moins de 16 ans sur le terrain. C'était interdit, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore posé les règles correctement. Donc il y a eu un petit débat parce qu'ils les ont mis aux cages. Les joueurs tiraient un peu trop fort. Mais c'était vraiment un petit accrochage léger. Okay. Voilà. Okay. Et justement, du coup, comment tu fais évoluer ce tournoi-là pour les éditions d'après? Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu comment évoluer, comment ça s'est passé l'édition d'après? Ouais, alors j'ai lancé une page Facebook juste après le premier événement pour structurer un petit peu. Ouais. Et donc cette page Facebook, je l'ai laissée dormir de septembre 2018 jusqu'à, on va dire, mai 2019. Ensuite, j'ai créé une toute petite affiche, quelque chose de vraiment rudimentaire, pour dire, voilà, on fait cet événement, on l'a refait à la date de la fête du vin, pour pouvoir faire donc un week-end de foot et de fête. Et cette fois, j'ai décidé de faire en 2 jours. Premier jour, phase de poule, deuxième jour, phase finale. Et j'ai lancé les inscriptions du coup en mai, et 12 équipes se sont rendues sur le tournoi. Petite nouveauté, c'est qu'on a eu des potes à moi du sport-études qui sont venus, donc des gars de Font-Romeu, et on a une équipe de Perpignan et une équipe de Narbonne, grâce à l'affiche qui a été partagée un petit peu sur les réseaux, et ça nous a permis d'élargir un petit peu le panel du tournoi. Ok. Tu parles d'un nouveau format avec phase de poule et phase finale. La première édition, comment ça s'est passé du coup? Il n'y avait que les phases finales?
Ouais, en fait, la première édition, c'était tout en une journée. Alors, petite anecdote, c'est que je m'attendais pas à voir ces 8 équipes. Du coup, mon père, qui est l'arbitre en chef, il a essayé de faire un long discours sur l'explication des règles pendant que moi, j'étais sur mon téléphone en train de créer des poules, créer 2 poules de 4 et mettre l'ordre des matchs. Donc, on a fait ça vraiment à la va-vite. Et la deuxième année, c'était beaucoup plus structuré. Et c'était poule le matin, phase finale l'après-midi, Ouais, tour d'une voilà, journée. c'est ça, globalement. Ok. Alors que là, maintenant, on est plus sur... le premier jour, on démarre aux alentours de 13 h et on finit, donc pour la deuxième édition, je pense qu'on a fini vers 18 h. Mais on verra plus tard dans la vidéo que maintenant, on finit beaucoup plus tard. Et deuxième jour, dans l'après-midi, phase finale. Ok. Voilà. Et cette deuxième édition, tu la finances comment? Alors cette deuxième édition est autofinancée encore une fois, pas de sponsor. Ce sera vers la troisième édition qu'on aura des sponsors. Là, j'étais tout pile à ce qu'il fallait pour financer avec les 2 € de participation de l'année passée. Par contre, je me suis rendu compte, et j'ai eu beaucoup de retours après la première édition, sur le fait qu'il fallait que je structure mon événement et surtout m'assurer, parce qu'à 18 ans, j'étais un peu inconscient, j'ai organisé un tournoi sans assurance. Et je me suis collé à la MJC de Tuchan qui a bien accepté de m'assurer pour l'année 2019 et pour l'année 2020. Ok. Voilà. Et à cette époque-là, combien vous êtes dans le staff? Est-ce que tu organises tout seul ou est-ce que tu as quand même des coups de main? Alors, la première et la deuxième année, il y avait Florian Pradel, qui est un ami d'enfance à moi. Il y avait mon père et il y avait moi. Et lors de la troisième édition, tu rejoins le staff, aux côtés d'Orlan, aux côtés de Clara Gauche, aux côtés de Bastien Pradel, qui est le frère de Florian aussi. Donc j'ai des amis comme toi qui commencent à rejoindre l'événement. Et ça me permet vraiment de structurer le staff et voir un peu plus loin qu'un petit tournoi local, quoi. Ok. Et donc là, à cette époque-là, tu es encore assuré par la MJC? C'est ça, sur la troisième année, je suis encore assuré avec eux. Par contre, si on parle un petit peu de l'organisationnel de cette année-là, vu qu'on a un staff plus conséquent, je me permets de projeter sur 16 équipes. Et on remplit les 16 équipes. Et là, on a vraiment un gros changement, c'est que j'ouvre une page Instagram et j'avais fait un after movie en fait l'année d'avant, le tout premier after movie, et ça a un petit peu lancé nos réseaux sociaux. Et il y a des équipes qui sont venues de Toulouse, de Montpellier, une équipe de Castelnaudary, le PSV Heineken qui vient toujours d'ailleurs. Et grâce à ce développement des réseaux, on a pu atteindre beaucoup plus d'équipes et vraiment développer le projet. Et à partir de quand tu commences à avoir des sponsors et un plus gros financement? Donc sur cette troisième année-là, malgré le fait que je n'étais pas encore association, j'obtiens des sponsors. La boulangerie d'Aguilar, le Proxipasiol, la banque de Tuchan, Crédit Agricole il me semble, et le club de Bourg-Madame où je fais un stage dans le cadre du STAPS. Donc ces 4 instances-là, du coup, elles font un chèque à la MJC de Tuchan qui me reverse l'argent et je peux investir dans des nouvelles coupes. Il me semble que c'était le Fair Play et la coupe meilleur buteur, meilleur gardien qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Ok. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que la coupe du vainqueur. Coupe du vainqueur, médaille premier, deuxième, troisième. C'est ça. Et cette troisième édition, justement, comment elle se déroule? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu es content de l'évolution? Ouais, cette troisième édition, elle se déroule super bien. On garde cet esprit là d'amitié, de convivialité. Il y a des équipes qui commencent à être habituées à l'événement, notamment la CLSAO. C'est mes potes du sport-études avec d'autres potes à eux qui viennent de Toulouse. Il y en a un qui vient de Suisse aussi. Il y a le PSV Heineken, il y a le Babar FC et la Pulga qui sont des équipes d'ici qui reviennent chaque année. Donc ça me fait vraiment un plaisir. Je me dis que c'est parce que le tournoi leur plaît, que c'est structuré. Et ça, c'est vraiment un bel élan pour moi. Et donc le tournoi, il continue à évoluer. Et la 4e édition, comment tu fais pour qu'elle soit encore plus grande et encore mieux que la 3e? Alors la 4e édition, on est en 2021. C'est l'année Covid, donc sur le papier, normalement, ça part mal. Mais donc déjà, il y a plusieurs changements sur cette année-là. Le premier, avec le staff, on décide de devenir officiellement association loi 1901. Ce qui structure vraiment l'événement et ce qui permet aux sponsors d'avoir une confiance en notre événement. Je double cette officialisation par un article dans l'Indépendant. Et en fait, ces deux cumulés, ça permet aux futurs partenaires de se dire « Ah oui, c'est quelque chose de sérieux, c'est une association. Au vu de la loi, c'est quelque chose
de correct, on va dire. On n'est plus dans un événement qui dépend de quelque chose d'autre. Et voilà, ça soulage, on va dire, les partenaires. Je crois que j'en contacte une trentaine par mail et par téléphone et j'obtiens 13 sponsors. Donc on passe de 3 à 13 sponsors, ce qui financièrement n'est pas négligeable sur cette année-là. Ouais. Okay. Et malgré le Covid, donc, on s'attend à ce que l'édition soit un peu bancale, peut-être pas trop d'équipes qui répondent. Et finalement, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que tu peux nous dire ce qui, selon toi, fait que cette édition, elle fonctionne si bien? Alors cette édition, pour moi, elle est magique. C'est miraculeux parce que les déferlantes sont annulées, l'Electro Beach est annulé. Plein de festivités vraiment sont interdites, quoi. Même la fête du vin à Tuchan. Et nous, je ne sais pas par quel miracle, on a l'autorisation d'effectuer le tournoi. Et en fait, ça crée un énorme boom parce que je me rappelle début juin, toutes les annulations, ça fusait sur les réseaux sociaux. Et nous, on restait là à assurer l'événement. Et sur les réseaux, ça a explosé. Il y a de plus en plus de joueurs qui se sont inscrits, plein d'équipes. Et on a rempli les 20 places hyper rapidement. Et là, je me suis dit, oula, il y a quelque chose à faire. Et arrivé, je crois que c'était le 17 et 18 juillet 2024, on se retrouve avec 20 équipes, dont plus de 50% qui viennent de l'extérieur du département de l'Aude, des équipes de partout, vraiment de partout, Toulouse, Montpellier, je crois qu'il y avait une équipe de Clermont-Ferrand, c'était vraiment génial, quoi. Ok. Donc là, dans les 3 années qui suivent, la croissance, elle ne s'arrête pas et le tournoi ne fait que grossir? Ouais, c'est ça, globalement. On touche de plus en plus d'équipes qui viennent de loin. Sur 2022-2023, on arrive à toucher des Lyonnais, même 2024, on arrive à toucher des Brestois. Et là, l'année dernière, donc 2024, on obtient aussi 2 équipes qui viennent de l'extérieur de la France, donc des Suisses et des Belges. Et tout ça par le biais des réseaux sociaux où j'ai appris à communiquer dessus. J'ai appris à faire des réels, à faire des publications qui marquent un petit peu et créer toute cette communauté en fait qui va autour de l'événement. À mon avis, une des choses qui fait grossir et qui aide qui aide le tournoi à se développer, c'est les after-movies que tu publies à chaque fin d'été et les différents contenus multimédia que tu publies. Comment justement ça te vient cette idée de filmer et de faire appel à une équipe professionnelle pour pouvoir produire du contenu? Ouais, tu fais bien de me poser la question et j'insiste sur le côté professionnel. En fait, moi, je me suis rendu dans plusieurs événements. J'aime beaucoup participer aux déferlantes ou même à des événements sportifs. Et je me suis vraiment inspiré de ce qu'il y avait sur place. Et je me suis dit, mais en fait, quand tu vois un after movie, tu vois ce que c'est l'événement. Et 99% du temps, ça te donne envie de le faire. Mais pour ça, il faut vraiment des personnes qui soient qualifiées. Et pareil pour le côté photo, j'avais signé Guillaume Respo, je crois, en 2021, qui m'avait fait des photos splendides. Et tout le monde était étonné d'avoir les photos mises à dispo gratuites. Et les joueurs ils étaient super contents, ça permet d'avoir des souvenirs importants. Et pour moi, c'est quelque chose de normal de développer cet aspect média qui permet en fait de renvoyer l'image du tournoi. Et effectivement, ça fonctionne bien puisque chaque année, il y a de plus en plus de participants, de plus en plus de monde autour du terrain. Et je pense que ça confirme effectivement l'idée que tu avais eue de promouvoir le tournoi. Là, on voit aussi l'évolution des différents maillots du staff. C'est ça. Et on voit même sur les maillots qu'on porte aujourd'hui que le maillot il s'est bien rempli, qu'il y a de plus en plus de sponsors. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour démarcher les sponsors et quelle stratégie tu utilises pour choisir les sponsors, pour les cibler et ensuite les démarcher? Ok. Alors, pour chercher les sponsors, moi je mets en place plusieurs étapes. Donc d'abord, je regarde les entreprises qui sont sur Tuchan, sur Paziol, Cucugnan, en fait tous les villages qui vont être aux alentours. Je fais un petit peu ma liste et je les contacte donc soit par mail, soit directement en appel. Je fais une première prise de contact qui leur permet de savoir qu'est-ce que c'est l'événement, pourquoi je l'organise et qu'est-ce qu'ils vont y gagner à poser leur image sur le maillot. Et ensuite, c'est vrai que je collabore avec Majesty Montpellier, c'est important pour mes sponsors aussi, c'est pour ça que je le dis, avec des maillots qui sont très modulables et je crée une offre sur ces maillots-là.
C'est-à-dire que si tu veux apparaître sur la manche, c'est une telle somme. Si tu veux apparaître devant le maillot ou derrière le maillot, c'est une telle somme. Et je me suis rendu compte que ça marchait super bien. Depuis que j'ai mis en place ce maillot, on voit que le premier, il n'y avait pas du tout de sponsor, que ce soit devant ou à l'arrière, même si on ne le voit pas là. Sur les autres, il y a davantage de sponsors. En fait, ils se font un petit peu la guerre, même si ce n'est pas le mot adapté, hein, pour figurer à l'avant ou à l'arrière. Et donc nous, ça nous fait monter le financement, ce qui nous permet d'investir beaucoup dans le tournoi. Ensuite, il ne faut pas s'étonner, vous allez contacter peut-être une centaine de sponsors par événement. Vous allez avoir une vingtaine de réponses ou une trentaine de réponses et une vingtaine qui sont positives. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je pense que les autres événements, c'est pareil. Et quelque chose d'important aussi, de se lier avec les différentes communes aux alentours. Et si vous pouvez, signer le département. Nous, on a signé le département de l'Aude depuis 2022, il me semble. Ça permet vraiment de donner une crédibilité à l'événement. Et ils apportent vraiment un apport financier super intéressant. Okay. Et donc là, tu nous parles des communes locales, tu nous parles d'entreprises locales, tu nous parles même du département. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur vraiment de mettre en valeur le territoire? Et est-ce que ça rentrait aussi en compte dans ton envie de créer le tournoi ici à Tuchan? Tout à fait. Ouais, moi je suis vraiment quelqu'un qui est attaché au côté local. Si on parle purement événementiel, j'ai mis en place par exemple des restaurateurs qui sont que d'ici depuis toutes ces années ou qui sont vraiment du département de l'Aude parce que j'ai envie de promouvoir le savoir-faire. Pareil, j'ai eu beaucoup de domaines viticoles, j'ai eu des entreprises locales parce que je suis un amoureux des corbières comme toi et j'ai envie de mettre en valeur tout ça. Par le biais des réseaux sociaux, ça diffuse une belle image pour ces entreprises-là puisque on est un événement qui tourne bien, on véhicule des valeurs d'amitié, de plaisir, de partage qui font vraiment écho auprès des entreprises qui nous sponsorisent et ils sont fiers de figurer sur notre maillot ou sur nos banderoles qui sont affichées le jour du tournoi. Et pour eux, c'est aussi une belle vitrine puisque, on le répète encore une fois, chaque année, on a de plus en plus d'équipes, mais pas que, il y a aussi de plus en plus de personnes autour du tournoi qui viennent soit uniquement pour profiter de la restauration, pour profiter du spectacle sur le terrain et simplement profiter de l'ambiance. Ce qui m'amène à une autre question aussi, c'est que justement, on est parti, ou tu es parti plutôt, d'un événement uniquement sportif et aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Le sportif devient plutôt une excuse pour un événement encore plus grand. Est-ce que tu peux nous parler justement des nouveautés et des activités qu'il y a autour du tournoi? Exactement, ouais. Depuis quelques années, on a à cœur que ce soit accessible pour tous. Donc on met en place une guinguette avec un espace restauration. Depuis 2024, donc l'année passée, on a mis en place aussi un bar du tournoi et des animations musicales qui vont venir à côté. C'est pour que tous les fans de foot ou tous les fans de sport en général viennent profiter de l'événement. Ça crée encore plus cet aspect convivial, cet aspect de partage. Et on va trouver en fait toute génération. On va avoir des tout petits qui vont venir voir les matchs, voir aussi la diffusion de l'Euro 2024 qu'on a publié, qu'on a diffusé l'an passé. Et ça a super bien marché cet événement-là en 2024 d'ailleurs, puisqu'en cumulé sur 2 jours, on fait 750 personnes. À la soirée du tournoi qui s'est passée à l'usine de Tuchan, parce qu'on a eu quelques problèmes des intempéries, je crois qu'on fait 250 personnes. C'est un événement qui touche les footeux et les non-footeux. Et des retours que j'ai à des personnes qui ne font pas le tournoi en tant que joueurs, mais qui le regardent, c'est beaucoup de plaisir. En fait, ils sont très contents de voir cette image-là du foot, parce que c'est vrai, dans certains matchs, il y a, on va dire, des joueurs qui ne sont pas très corrects. Et nous, chez nous, c'est pas du tout ça. Nous, chez nous, les adversaires, dès qu'ils finissent leur match, pendant les phases de poule par exemple, ils vont au bar ensemble, ils boivent un coup ensemble. Ça, c'est génial, franchement. C'est vrai que même d'un point de vue arbitral, parce que moi, je fais partie du staff et j'ai aussi en charge d'arbitrer une partie des matchs. Et c'est vrai qu'on sort que très peu de cartons. La plupart des cartons qu'on sort, c'est des cartons jaunes parce que quand on arrive dans les phases finales, il y a les esprits qui s'échauffent un peu. Mais en réalité, des cartons rouges, je crois qu'on a dû en sortir
peut-être un sur 4 ou 5 éditions. Et finalement, même ces cartons-là, une fois que les esprits redescendent et que tout le monde se rend compte de la situation, finalement, tout le monde s'excuse et ça n'est jamais allé plus loin que le terrain et plus loin que quelques mots. Ouais, c'est ça, comme tu dis, forcément, quand on rentre en phase finale, il y a de l'enjeu. Sur les matchs, ça peut être très tendu, mais il n'y a jamais un mot déplacé pour l'arbitre. Il peut y avoir 2-3 petits mots, mais des réflexes comme nous on fait quand on s'entraîne, par exemple au City. Mais ça reste toujours très correct. Et c'est vrai que ça, je remercie tous les joueurs et surtout toi et tous les membres du staff. Parce qu'en fait, pour moi, cet événement, c'est un tout. C'est-à-dire que tous les membres du staff, c'est des amis à moi, des connaissances qui sont devenues des amis, des personnes qui diffusent une belle image. C'est vrai que pendant tout l'événement, je vous trouve tous assez sereins. Vous connaissez tous le fonctionnement et vous venez tous avec plaisir surtout. Ouais. Il y a beaucoup de plaisir dans cet événement, beaucoup d'amitié. Et je pense que cette image du staff amical, cette image où tout le monde s'entend bien, ça se reflète sur les participants. Ils sont de suite à l'aise dans l'événement et ça crée cette dynamique de paix, on va dire, pendant le tournoi. Et on a eu beaucoup de retours là-dessus aussi. Ouais, je pense qu'effectivement, ça se ressent bien. Je pense que les joueurs, ils ressentent le plaisir que nous, on prend à organiser. Et nous, on ressent à 100% le plaisir que tous les joueurs prennent à venir. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment des moments d'échange et de partage. Ouais, c'est ça. Puis, ce qui est cool, c'est que pour moi, le City Tuchan Tournoi, c'est vraiment une famille. Comme je disais auparavant, il y a des équipes qui viennent depuis des années, le Babar, la Seleção, le PSV Eindhoven. Il y a l'équipe de Lyon qui revient pour une deuxième ou une troisième fois. En fait, les participants, dès qu'ils viennent au tournoi, ils ont envie de le refaire de suite après parce qu'ils trouvent qu'il y a une super orga, il y a cet aspect média où on se retrouve un peu dans la peau d'un joueur pro, entre guillemets, parce que nous, on veut faire les choses bien. Et donc, il y a ce caméraman, il y a ce photographe. En fait, il y a tout sur place pour passer un super week-end. Ouais. Et justement, en parlant de médias, cette année, il y a une petite nouveauté sur les réseaux sociaux qui, notamment, nous a permis de gagner pas mal de followers et qui a permis au tournoi de gagner encore en visibilité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Gazette et comment t'es venue cette idée-là? Ouais, alors la Gazette, c'est vrai, je me suis un petit peu inspiré d'un tournoi qui existe déjà. Du côté de Biarritz, la Summer Cup, ça s'appelle. Okay. J'ai vu qu'ils faisaient des petits articles, des petites photos avec une petite légende sur les joueurs de chez eux, sur leurs participants. C'est un peu le même tournoi que nous, sauf que c'est un tournoi de foot à 8. Okay. Et je me suis dit ça pourrait être sympa. Donc je vais sonder un petit peu les joueurs, les différentes équipes et je vais voir si ce projet les intéresse. Et au final, y a beaucoup d'équipes qui se sont pris au jeu. On s'est retrouvés avec certains joueurs qui narguaient d'autres personnes de leur équipe, par exemple la Seleção qui dit que Maceo va finir sur le banc avec le staff. Il y a le Globe Café, donc Miko, un ami à nous qui est sponsor aussi depuis plusieurs années, qui a annoncé par le biais de cette gazette qu'il allait former une équipe, l'Olympique Paziol Plage, clin d'œil au village où on déplace l'événement cette année-là. Ça se prend au jeu et ça marche super bien, ça nous ramène des abonnés parce que en fait, les joueurs sont super contents, ils se sentent impliqués dans le projet encore plus et c'est vraiment génial. Ouais, justement, moi ce que je trouve bien, c'est que ça crée un côté un peu série, un côté feuilleton, où en fait on attend la prochaine publication Gazette pour connaître les nouveautés. Et je pense que les joueurs, ils doivent le vivre de la même façon puisqu'ils viennent tous de villes différentes et d'équipes différentes. Et donc ça permet d'avoir entre guillemets, des nouvelles des autres équipes et des autres joueurs, mais toujours sur le ton de la rigolade et le ton de l'humour, de la convivialité, quoi. C'est ça, je pense que par la communication, on peut aussi diffuser ce message de plaisir, de convivialité qui est représenté au tournoi. C'est-à-dire que moi, j'essaie toujours par mes publications de faire ressortir des images où des personnes qui se prennent dans les bras, des images où il y a des adversaires qui discutent entre eux. En fait, l'outil de la communication, c'est pour développer notre panel d'action et donc aussi montrer à nos sponsors qu'on est actif, mais avant tout, montrer qu'on a des belles valeurs et ça, c'est important. Ouais, et puis je pense que ton travail sur les réseaux sociaux, il permet aussi de créer finalement une unité
malgré le fait que tous les joueurs soient dans des équipes différentes. Ça crée vraiment une unité. Je pense que ça avait déjà bien commencé avec justement les fêtes qui étaient organisées après le tournoi. Et là, les réseaux sociaux, ça continue ça parce que ça maintient l'unité tout au long de l'année. Et alors, pour continuer sur cet aspect communication, il y a une autre nouveauté sur les réseaux sociaux. Cette année, tu commences à publier aussi des interviews des capitaines des différentes équipes. Pourquoi est-ce que tu décides de faire ça et à ton avis, qu'est-ce que ça va apporter au tournoi? Alors, je propose ça pour vraiment faire une immersion et pour permettre aux joueurs aussi de se sentir acteurs du tournoi. Pour moi, c'est important, j'inclus de plus en plus les joueurs, on l'a vu par le biais de la Gazette et par ce biais des interviews. Ça permet déjà pour eux de se mettre un petit peu dans le tournoi en amont, de faire monter un petit peu la température. C'est vrai que je vous dis à tous au staff que j'ai jamais vu un engouement aussi important, jamais reçu autant de messages sur Instagram ou sur Facebook, des personnes qui sont super motivées de faire le tournoi, de vivre ce week-end-là. Et je pense que c'est la clé, inclure toutes ces personnes-là dans la communication. Ok. Et donc là, récemment, il y a une publication qui est sortie avec 2 capitaines qui s'expriment. C'est 2 capitaines d'équipes locales, donc c'est assez facile de recueillir leurs témoignages. Est-ce que là, on va avoir les témoignages aussi d'équipes un peu plus lointaines? Et si oui, comment tu fais pour recueillir ces différents témoignages? Alors ouais, j'espère que ça va jouer le jeu, mais normalement, des infos que j'ai eues, ça devrait le faire. Et tout simplement, je les contacte. Donc je fais une story sur Instagram pour qu'ils aient l'info, mais je vais aussi piocher dans les habitués, par exemple, leur dire voilà, on fait ce nouveau concept-là, si ça vous intéresse, vous pouvez tourner la vidéo. Et je pense que ça va le faire, puisqu'il y a 2-3 personnes intéressées. Ouais. Bon, c'est cool. Ben, on attend avec impatience alors les prochaines publications et on ne doute pas que ça va être toujours aussi sympa. Ouais, ça devrait être marrant, je pense. Dans les autres nouveautés, cette année, tu délocalises le tournoi à Paziol, donc un petit village juste à côté de Tuchan. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce choix et sur les raisons qui t'ont amené à délocaliser? Alors, le changement de lieu, il est tout simple. En fait, faut savoir que le City Stade de Tuchan, il est à côté de la piscine municipale et il y a des parkings qui sont très petits. Et à chaque fois, on se retrouve à devoir faire un petit peu la police parce qu'il y a des voitures qui sont sur la voie publique. C'est vrai que c'est un petit peu pénible. Donc, j'ai essayé de trouver un lieu qui était adéquat. Et à Paziol, ils ont un City Stade, mais qui est très petit. Mais je suis allé discuter avec le tennis club Tuchan-Paziol, puisqu'ils ont un terrain de tennis à Paziol. Et je leur ai demandé si c'était possible d'enlever les montants de tennis et de faire notre propre terrain. Ils nous ont dit oui, il n'y a pas de souci. Donc j'ai investi dans des cages. Et voilà, ce lieu, comme je disais, est beaucoup plus adapté. On va avoir ce parking qui est beaucoup plus grand. On va avoir un bloc toilette qui est plus conséquent. On a un bar qui est déjà existant. Donc pour la soirée du tournoi, c'est beaucoup plus facile. Pareil en termes de branchement, c'est plus facile. Donc en fait, on s'est déplacé par, on va dire, facilité d'organisation événementielle. C'est vraiment le choix premier pour cet événement-là de s'être déplacé. Ouais. Et donc ça fait déjà 2 grosses nouveautés. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Est-ce qu'il y a d'autres surprises auxquelles on doit s'attendre pour cette édition? Oui, les nouveautés cette année, ça va être, en plus de la soirée du tournoi, un DJ set tous les soirs. On a mis en place une scène qui va être juste à côté du City Stade pour permettre cet accès aux joueurs du tournoi, mais aussi à toutes les personnes qui gravitent autour. C'est toujours dans cette idée-là de partager l'événement au-delà de seulement pour les joueurs, quoi. Tu vas avoir une nouvelle scène, tu espères accueillir plus de monde. Est-ce que tu vas rajouter un food truck? Est-ce que tu vas agrandir le bar? Comment tu vas faire pour pouvoir continuer à servir tout le monde de la meilleure des façons? Alors ouais, du coup je maintiens cette idée de bar du tournoi qu'on avait lancé l'an passé parce que ça a super bien marché, avec un peu plus de personnes derrière le bar. Je mets en place un stand de sucré pour les gourmands parce que ça on me l'a beaucoup demandé depuis 2 ans. Et en plus c'est super parce que je fais participer l'association Au cœur de notre sensibilité qui est basée à Duyac. C'est une association qui est portée par des amis à nous et je trouve cette œuvre super, donc je suis très content de travailler avec eux. Et donc je prends aussi des restaurateurs de talent qui sont de par chez nous,
des spécialistes, des spécialités alsaciennes, et aussi Molly qui est lancé par un ami d'enfance à moi qui s'appelle Victor, qui fait des très très bons produits. Je suis content aussi de pouvoir mettre mes amis et dans le staff et aussi dans les stands de resto. Ça contribue à cette super ambiance. Ouais, et puis ça permet de rester toujours dans cet esprit de partage, respect et convivialité. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour se diriger tranquillement vers la fin de l'épisode, si aujourd'hui il y avait des jeunes, peut-être des jeunes du coin ou peut-être des jeunes qui nous écoutent sur YouTube qui veulent lancer leur propre événement de foot ou d'autres événements sportifs, quels conseils tu leur donnerais et à quelles difficultés peut-être tu les préparerais pour qu'ils puissent se lancer? Alors le conseil numéro 1, c'est qu'il faut être passionné par ce qu'on fait. Moi, le City de Tuchan, à la base, il est vraiment dans mon cœur. C'est un lieu où j'aime me retrouver. Et le football, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, il faut d'abord avoir une passion dans ce qu'on fait. Dans l'événementiel, il faut avoir quand même quelques petites aptitudes. Après, c'est pas compliqué, honnêtement, à monter. Il suffit de créer son association. Ça, vous pouvez vous faire aider sur Internet. On trouve très facilement des tutos pour faire les statuts d'association, des choses comme ça. S'entourer de bonnes personnes. Moi, je sais que j'ai commencé avec Florian Pradel, qui est un ami à moi, mon père. Après toi, tu as rejoint avec Orlan le bureau de l'association quand on l'a créé. Avoir des appuis solides. Et ensuite, véhiculer ses valeurs. Honnêtement, les valeurs d'amitié, de plaisir, partage, moi, c'est ce qui me colle à la peau. Et c'est ça que j'ai envie de diffuser à mon association. Donc vous, je pense que ce sera la même chose. Vous avez envie de véhiculer vos valeurs. Et c'est le plus important, rester soi-même. Et c'est ça qui permet de créer quelque chose de stable et cohérent. Okay. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que tu as rencontrées ou est-ce que finalement ça s'est toujours un peu déroulé comme prévu? J'ai pu rencontrer des difficultés, certains désaccords, peut-être avec une commune ou avec un sponsor pour la gestion. Mais ça, c'est des choses qui sont normales. En fait, on apprend à créer un dialogue au fur et à mesure. Au début, forcément, on débute. Donc, on n'a pas la bonne position ou alors on n'aborde pas les sujets correctement. On peut ne pas faire les papiers correctement, ne pas faire d'association comme j'ai fait la première année et du coup se retrouver un peu con et on entend derrière « Ah, Emeric, là, t'avais pas d'assurance, t'as merdé, quoi ». Mais des difficultés, on en rencontrera toujours, mais si on a des bons appuis, il n'y a pas de souci, ça déroulera, on apprend de ses erreurs, comme on dit. Ça n'a jamais été autant vrai que pour moi et pour cet événement. Mais si on est ouvert d'esprit et qu'on passe ces échelons de erreur, derrière on construit quelque chose de cool. Ouais. Ouais, et puis finalement, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas anticiper. Et nous, on a réussi à organiser malgré le Covid. Donc je pense que des Covid, on n'en aura pas d'autres. Sinon, on a réussi à organiser pendant le Covid. Vous pouvez vous lancer, vous réussirez toujours à organiser si vous êtes motivé et passionné et que vous êtes prêt à y passer du temps. Ouais, c'est clair. Comme dit Théo, par contre, ça, le temps, c'est pour ça que je disais d'être passionné. J'y passe énormément de temps. C'est-à-dire que je fais community manager, je fais les montages vidéo, je publie les photos, je change les règles chaque année. Heureusement, j'ai un staff qui me suit derrière et quand je veux faire valider des nouvelles choses, je vous sonde à chaque fois. Mais c'est vraiment énergivore, ça prend beaucoup de temps. Mais comme tu dis, la passion, ça fait tout. Moi, je vis pour ces 3 jours, puisque cette année c'est 3 jours. Et c'est 3 jours qui sont vraiment hors du temps et où je prends énormément de plaisir. Je vais commencer par remercier tous les membres du staff, ceux qui sont là depuis le début et ceux qui ont rejoint l'aventure au fur et à mesure des différentes éditions. On a vraiment une ambiance amicale, une ambiance conviviale et je vous remercie à tous de contribuer à la réussite du tournoi parce que vous êtes tous une partie du tournoi, une partie de la réussite. Je remercie également Romain Frakowski qui est photographe depuis plusieurs éditions, Guillaume Respo et Radu Spulber qui est notre caméraman attitré qui font un travail vraiment splendide et qui permettent au tournoi d'avoir un beau rayonnement et un bel aspect média comme on disait auparavant avec Théo sur ce podcast. Je vais aussi remercier bien évidemment tous les sponsors, donc le département de l'Aude qui nous suit depuis maintenant 2022, le Globe Café qui est un ami à moi qui nous a sponsorisé même avant d'ouvrir son propre café,
Merci à toi Jordan et merci à Marie de croire en moi et de m'avoir aidé l'an passé quand c'était difficile dans l'organisation. Je remercie aussi Majesty, en particulier Thomas Rouet, qui est le designer qui m'a fait connaître cette marque-là, qui est un copain à moi, et Laetitia Massiès, qui est notre commercial sur le tournoi. Je remercie les caves du Montoche, le domaine Esclarmonde qui est là depuis très longtemps, ainsi que l'agence AXA MBMJ, l'AC Corbière Taxi Pasiol qui sont aussi des joueurs du tournoi, la boulangerie d'Aguilar qui est là depuis très longtemps, tout comme le domaine Gabinato Freschi qui sont des appuis très très importants pour moi. Nevado Motors, Greg qui a rejoint l'aventure depuis quelques années et qui est le sponsor principal cette année. Le Clonissa, Proxy Pasiol, d'autres bâtiments qui sont là aussi depuis un moment, tout comme le domaine La Perrière, Pasiols, la commune, Molly, Romain Mostaki qui est joueur aussi et qui rejoint l'aventure cette année, tout comme Lisa Germens qui est une amie à moi et qui fait partie également du staff, et la MJC de Pasiols. L'écurie de Cupignan qui est un fidèle sponsor, et aussi Béatrice Fabre de l'Autre Trail Qatar avec qui on a pu s'entretenir à plusieurs reprises et qui m'a permis aussi d'améliorer l'événement. Je suis vraiment très content de pouvoir compter sur des entreprises locales, pouvoir les mettre en valeur et compter sur eux, sur cet événement-là, surtout qu'ils sont vraiment très impliqués dans l'événement. Et c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur. Merci à tous, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à nous suivre sur le tournoi. Alors, les réseaux sociaux sur Instagram, c'est @citycorbièretournoi et sur Facebook, City Corbière Tournoi. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner à notre podcast si ce n'est pas déjà fait, théorique, sur Spotify et YouTube. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!